Oui. D'entrée de jeu, j'étais très satisfait moi-même parce qu'enfin, je venais de comprendre que la caravane diplomatique du chef de l'État à travers le monde venait d'être acceptée. Il venait de trouver une garantie internationale. Parce que être en programme avec le Fonds monétaire international et satisfaire aux conditionnalités posées par le Fonds monétaire international, vous catalysez les autres sources de financement. En somme, vous donnez la confiance à d'autres sources de financement multilatéraux comme bilatéraux et privés pour le financement de votre programme de développement. Ce pays vient de reprendre. Il y a beaucoup de choses à faire. Ainsi, et il n'a pas suffisamment d'argent pour le faire. À cette fin, le chef d'État a entrepris cette caravane diplomatique que moi j'appelais financière pour obtenir les ressources pour accomplir la relève et la relance de l'économie du pays. Concernant le Congo, ce programme vient sur base d'un diagnostic de tout le temps posé par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale aussi. Dans son rôle, le Fonds monétaire international, c'est un coach. Il encadre chaque pays membre qui est dans les besoins pour faire d'abord les diagnostics économiques et financiers dont les pays sont en train de souffrir. Et ensuite, sur base de ce diagnostic, élaborer un programme, discuter avec le pays, élaborer un programme qui doit être exécuté et qui sera évalué. L'évaluation de ce programme, on parle souvent de la revue. On parle souvent de la revue. C'est quand ils reviennent, les secteurs dans lesquels, les axes sur lesquels ils ont tracé le programme, périodiquement, et c'est à terme de 6 mois, ils viennent pour une revue semestrielle, une évaluation mi-projet, pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et c'est sur base de ces résultats que le décaissement s'effectue. Si on pouvait se passer de l'assistance du Fonds monétaire international, on n'aurait pas recouru à la sollicitation d'abord du Fonds monétaire international et ensuite des autres bailleurs de fonds. Dans l'état actuel de notre économie, nous comptons 3 décennies qui ont rendu le pays exsangue et une économie complètement extravertie, donc incapable de se passer de l'assistance du Fonds monétaire international. Parce que le Fonds monétaire international s'érige dans ces circonstances comme caution subsidiaire de la République démocratique du Congo auprès de tous les autres bailleurs de fonds. Parce que le Congo est tombé dans l'escarcelle de ce qu'on appelle risky country, pays à risque. Effectivement, le Congo s'est avéré à risque, même
pour sa propre gouvernance. Par sa piètre gouvernance, le Congo est devenu pays à risque pour son propre gouvernement. Donc il fallait quelque chose de l'extérieur. Et pourquoi enfin? Ce diagnostic sur lequel le Fonds monétaire se base maintenant, c'est un diagnostic qu'ils ont fait depuis les années 2000, même bien avant. C'est un diagnostic qui, si nous le regardons très bien, il se résume dans la gouvernance. Dans la gouvernance avec tous les sous-textes qui le constituent. La gouvernance politique qui est piètre, la gouvernance juridique qui est piètre, la gouvernance bancaire piètre, la gouvernance économique piètre, la gouvernance sécuritaire piètre. Et c'est sur cette base-là qu'ils se sont basés. Et si vous regardez bien, quand ils ont élaboré le programme avec le gouvernement congolais actuel, ils ont placé la gouvernance comme dernier axe. Or, c'est l'axe principal. C'est l'axe principal. Ils ont commencé par la création de l'espace budgétaire. L'espace budgétaire, là où on a identifié depuis très longtemps d'abord une piètre politique budgétaire qui n'était pas sur base de données tangibles et fiables, et ceci entraînait directement le tout à des déficits. Et puis l'exécution budgétaire elle-même, qui n'était jamais respectée, soit de la part de l'autorité budgétaire comme de l'autorité financière. Ils doivent observer scrupuleusement tout ce qui a été arrêté dans ce programme. C'est à l'issue de beaucoup de discussions qui ont abouti à chaque niveau à un consensus d'accord entre les deux parties, les équipes du Fonds monétaire international et les experts du gouvernement congolais. Et ensuite, il a été soumis au conseil d'administration du Fonds monétaire international. C'est sur base de ces accords-là, tout ce qui a été reproché à la gouvernance, c'est la gouvernance qui a été touchée ici. Les trois axes qu'ils ont tracés ont été basés sur les différentes sections de la gouvernance dans chaque domaine. Et c'est sur base de cela qu'ils se sont arrêtés et ils ont signé cet accord. Et le grand avantage du Congo dans cet accord, c'est de redevenir éligible au financement international. Le financement international entendait le financement multilatéraux, les financements bilatéraux et les financements privés. Donc c'est ça l'avantage que le Congo devra tirer là-dedans. Et parce que les programmes ont été très très bien détaillés, ils peuvent ériger un tableau de bord de suivi, comme ils l'ont déjà fait. La Banque centrale, l'indépendance, la gestion de la Banque centrale, la gouvernance bancaire et tout. Ils ont procédé, ils ont commencé par le changement du cadre de gestion de la Banque centrale. Le conseil d'administration a été changé et je ne me gêne pas de dire
que ce conseil d'administration était déjà remis en question plus de 15 ans avant. Il n'était pas dans le cœur des institutions de Bretton Woods. Le tout premier décaissement intervient à la signature de cet accord. Donc je crois que d'ici peu, si pas déjà, le premier décaissement des 217 millions doit être déjà dans les pipelines. Et la suite des autres décaissements ne viendront que sur base de l'exécution comme il se doit et comme prévu de la première phase. Et cette évaluation viendra après 6 mois. C'est la revue du programme. Ils reviendront ici après 6 mois. Et pendant ces 6 mois, les priorités que le gouvernement congolais a présentées devront avoir évolué. Dans le domaine de la gouvernance, la Banque centrale a été bougée. Bon, ils insistent aussi la lutte contre la corruption. Vous voyez les chocs que sont en train de subir les entreprises d'État, revitalisation de l'IGF et de la Cour de compte. On attend de voir l'évolution de ces phases-là. C'est dans un programme, nous pouvons le considérer comme des projets, étapes différentes dans l'exécution d'un programme. Bon, comme tout le monde, à partir du Congolais Landa, de nos voisins directs et de toute la population congolaise et différents partenaires, on voit que le nouveau pouvoir, il y a la volonté politique de réaliser ce qui n'était pas réalisé, bien que réalisable par le passé. Bien que réalisable par le passé, on a remarqué cette volonté politique-là. Elle est là. Et puis l'évolution de l'amélioration dans la mobilisation des recettes avec l'impact de l'action, du travail de l'IGF, on sent déjà. Et comme tout le monde l'a suivi il y a quelque temps, et ça continue, l'amélioration des réserves internationales qui augmente notre capacité d'importation, mais que j'estime encore très minime. Un pays comme celui-là, avec les besoins de cette économie, 3 à 4 semaines d'importation, c'est insuffisant. Le minimum qu'il nous faut pour ce pays pour le moment doit tourner autour de 10 semaines. Je dis le minimum dans l'état de notre pays actuellement. Mais l'idéal n'est pas qu'un pays soit limité dans la hauteur des réserves internationaux. Ça, ils doivent conjuguer beaucoup d'efforts là-dedans aussi. Et puis l'évolution de la situation sécuritaire à l'est du pays. Donc la gouvernance sécuritaire est en train de s'améliorer. Et je crois que c'est là, pour n'en citer que quelques-uns, les facteurs qui ont aidé à la signature de ce programme. Écoutez, nous devons d'abord voir qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme instrument d'intervention. J'ai passé des années moi-même en tant que banquier, ensuite en tant qu'assistant économique à l'ambassade américaine
Et puis j'ai participé à beaucoup d'assises traitant du panier de la ménagère en aval et en amont. Donc, la structure de prix des produits de base, surtout les produits concernés par l'actuelle décision du gouvernement, était truffée d'erreurs depuis le début. Je les appelle erreurs, c'était de la tricherie. Et on l'a critiquée depuis toujours, mais elle n'avait jamais été améliorée. Pour la cause principale qui est que les preneurs de décisions étaient eux-mêmes des opérateurs économiques, importateurs et distributeurs. Qu'est-ce que le gouvernement actuel a fait? Il est descendu tout simplement à la source, prélevé les éléments de dégraissement de la structure de prix. Et il a trouvé ce qu'il y avait sur base des informations, des archives, tant des ministères concernés que de toutes les chambres de commerce qui régissent les opérateurs économiques dans les imports comme dans la distribution. Ce que le gouvernement a fait, c'est juste, il a purifié, il a assaini la structure de ces prix et il a démontré aux importateurs et distributeurs ce qu'il y avait au juste. Et il ne l'a pas fait ici. Ils ont commencé à la source. Donc tous les éléments sont purs et vierges. C'est question de leur faire comprendre. Parce qu'il n'y a personne qui perd. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Il n'y a personne qui perd là-dedans. C'est question de comprendre tout simplement. C'est question de comprendre. Ils peuvent user de tout ce qu'ils veulent comme pression sur le gouvernement, mais le gouvernement les a associés. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir la mise en œuvre et l'exécution d'un projet? Il faut intéresser toutes les parties prenantes, les impliquer dans le projet et ensuite procéder au plaidoyer de mise en application avec eux. Le gouvernement a fait tout ceci. Il y a un problème. C'est un problème de gouvernance. C'est une carence que j'ai constatée dans mon travail depuis toujours et je l'ai évoqué plusieurs fois. Avant la mise en œuvre, la mise en circulation de coupures de francs congolais à grande valeur faciale. Et quand nous avons fait les différentes revues, toutes les revues auxquelles nous avons procédé avec le gouvernement, le régime passé, tout comme avec cette crise qu'il y a maintenant, vous entendez des gens, certains opposants dire que le président ne dit pas beaucoup de vérité. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas la réalisation de beaucoup de ses promesses. Non, il y a une carence. Il manque le mécanisme de collecte des promesses du gouvernement et procéder à leur analyse pour la mise en œuvre. Quand il y a une décision prise, quand l'autorité se déplace, normalement il doit y avoir des équipes qui le devancent pour aller prospecter le milieu, surtout sur le plan national.
et chaque ministère avoir des techniciens, soit sur place, soit qui dévancent, et qui renvoient la situation de l'endroit où va le président, de sorte à ce qu'on le prépare déjà et qu'il prépare ses réponses dans les dialogues avec la population, parce qu'il saura déjà les préoccupations de la population là où il va. C'est ce mécanisme-là qui manque. Et quand il revient, donc, autour de lui, soit dans le cabinet de chaque ministre, les différentes promesses du chef d'État sont prises en charge, analysées, et on identifie qui doivent être chargés pour l'exécution. Dans chaque ministère. Et on demande à ce que chaque ministère en prenne la charge pour la mise en œuvre. C'est le mécanisme pour le suivi de la mise en œuvre des grandes décisions à la population. Merci beaucoup, Géopolis. Merci beaucoup à nos téléspectateurs.